Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup à l'Université de Tours de me permettre de faire ça en visio. Effectivement, Montpellier, c'est un petit peu loin de Tours. Je suis ravie d'être là. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu toute la démarche qu'on a mis en place dans le cadre de création de nouvelles ressources numériques. Et cette démarche-là, nous l'avons mise en place dans le cadre d'un projet, ce qu'on appelle le projet Nexus. Donc, je vais vous présenter très rapidement ce projet, ce qui va vous permettre de contextualiser un petit peu toute notre démarche. Donc, le projet Nexus, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un PIA, donc ce qu'on appelle les plans d'investissement à venir. Ce sont des financements du ministériel, donc notamment par l'ANR. C'est un appel à projet qu'a répondu Paul Valéry dans le cadre des nouveaux cursus à l'université. Et l'idée, c'est de déployer ce projet-là pour les étudiants en niveau de licence. Il a 3 objectifs. Le premier, c'est de permettre la formation aux étudiants. Et donc, nous, on est beaucoup sur l'axe des humanités numériques parce qu'on souhaite former les étudiants aux nouvelles compétences et aux enjeux liés au numérique. Le deuxième, c'est de pouvoir les accompagner dans la réussite en licence. Donc, c'est le prolongement du projet IDEFI qui, lui, du coup, était sur la réussite des L1. Et de pouvoir favoriser le lien entre les universités et le monde socio-professionnel. Donc ce projet-là, il se divise en 6 chantiers. Alors je peux pas tous vous les présenter aujourd'hui étant donné le temps, mais nous on va se concentrer sur le projet des briques humanités numériques. C'est dans le cadre de ce projet-là que nous avons mis en place l'accessibilité. Alors qu'est-ce que ce sous-projet-là? Donc il y a 5 principes, c'est très simple. Le premier, c'est que l'objectif est de pouvoir créer 11 modules de formation qui seront dispensés 100% en ligne et pour toute la communauté de licence. L'objectif, c'est de pouvoir former les étudiants à un usage éclairé et critique du numérique. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en place de l'innovation pédagogique. Alors, ça veut un peu tout dire et rien dire, l'innovation pédagogique, mais nous, on l'a mis en place avec deux axes. Le premier, c'est que tous les contenus sont issus d'une conception collaborative et interdisciplinaire. Donc, moi, par exemple, j'ai accompagné 41 enseignants pour construire un module. Donc de toutes les disciplines représentées dans mon université en tout cas. Et l'objectif aussi de l'autre innovation, c'est que un quart de cette formation-là sera disponible en open access. Donc ça veut dire qu'à partir de septembre, si vous le souhaitez, vous pourrez venir sur vous aurez accès à un quart des modules prêts. Le public cible, donc je vous l'ai dit, l'objectif principal chez nous, du coup, ce sont des étudiants en licence. Donc, ça représente à peu près un public de 14 000 étudiants chez nous. Et en discutant avec le service handicap, on s'est rendu compte que on a à peu près une centaine d'étudiants de licence qui sont en situation de handicap. Attention, ce sont des étudiants en situation de handicap déclarés. Il y a une nuance à avoir. On se rend compte que finalement, il y a des étudiants qui ne font pas les démarches et donc, du coup, qui peuvent se retrouver en difficulté. Nous, à partir de là, on s'est dit, bon d'accord, alors il faut qu'on mette une formation 100% en ligne. L'objectif, c'est de pouvoir ouvrir cette formation-là. Il faut donc du coup qu'on n'exclue personne. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une pédagogie accessible pour justement monter une formation inclusive. Donc ce qui est chouette, c'est qu'on a travaillé donc du coup sur cette thématique-là à plusieurs. Donc nous, on est 2 ingénieurs pédagogiques à travailler dessus. Bon, il y a à peu près une 50aine d'enseignants qu'on a formés sur ces thématiques-là. On a notre chargé de communication aussi qui nous a permis de nous accompagner sur la déclinaison de l'accessibilité numérique. Et on a beaucoup travaillé avec la chargée de mission handicap. Et là, du coup, c'était très précieux. On a travaillé avec des testeurs en situation de handicap. Donc là, du coup, c'était très intéressant parce que on va le voir plus tard. Nous, on s'est basé donc du coup sur des aspects très théoriques. Et finalement, les aspects pratiques nous ont permis de mieux comprendre les difficultés face au numérique quand on est non-voyant, quand on est daltonien ou autre, et ça nous a permis de passer de l'étape théorique à l'applicatif. Alors du coup, on a été obligé de monter évidemment nos petites guidelines, on s'est dit pour mettre tout ça en place. Donc notre premier appui, ça a été le RGAA, donc c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité numérique, qui est un document déployé par la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, qui va répertorier toutes les règles autour de l'accessibilité numérique. Donc l'idée, c'était évidemment d'étudier en fait tout ça et de pouvoir déterminer donc les besoins techniques, parce que nous on a eu
on s'est posé la question sur deux champs. Il y avait la problématique technique qui est où est-ce que je vais héberger ces modules 100% en ligne. Et il y a aussi donc du coup toutes les questions pédagogiques parce que du coup je vais créer des ressources numériques. Et ensuite on s'est aussi basé sur un autre document qui est le FALC, donc c'est la facilité à lire et à comprendre. On a beaucoup travaillé sur ce document-là afin de pouvoir récolter les règles, mais on les a pas toutes utilisées. On a sélectionné en fait, mine de rien, quelques règles que nous voulions appliquer. Donc ça s'est décliné en plein de domaines. La première chose, et donc là, c'est super, c'est une très belle transition avec la présentation qu'il y avait précédemment. Il y a eu toute la question sur le choix des couleurs. Il y avait plusieurs objectifs. Donc le premier, c'était d'avoir un contraste suffisant. Ça veut dire que toute personne doit pouvoir lire entre le foreground et le background ce qui est écrit. Le deuxième, et ça du coup ça a été la plus grande difficulté, la plus grande contrainte, c'était de ne pas avoir une déclinaison monochrome. L'objectif n'est pas non plus d'avoir une plateforme, des ressources simplement en noir et blanc. Et la dernière contrainte, c'était respecter les codes de la couleur. De se dire en communication, c'est important de dire que le vert est souvent associé à la validation, le bleu va être associé à un message d'information ou autre. Et nous, on va vous expliquer comment on s'est retrouvé là-dedans. On s'est rendu compte que ça pouvait vraiment perturber le message. Donc nous, on avait une problématique, c'est que quand je suis arrivée, on avait déjà une charte graphique qui, comme vous pouvez le voir, ne respecte pas du tout les contrastes parce que l'idée, c'est d'avoir à minima un rapport de contraste à 4.5. Donc là, nous, on avait 3 couleurs inutilisables. Donc, on a réussi à toutes les écraser et à absolument tout modifier. Donc, c'est chouette. On a travaillé avec un graphiste très compréhensif. Donc, du coup, ça s'est bien passé, heureusement. Et donc, finalement, on a décliné nos couleurs de manière à avoir un rapport de contraste suffisant. Donc, le premier objectif, c'était de choisir un bleu qui représentait l'identité de notre projet et de ne pas du coup modifier cette fameuse identité graphique. Donc ça a été un petit peu compliqué d'arriver à trouver la justesse pour avoir un contraste suffisant, mais finalement on a trouvé. Et mine de rien, quand on regarde l'avant, l'après, il n'y a pas. Enfin, moi je n'ai pas assez de sensibilité graphique pour voir la différence et personne n'a vraiment vu la différence. Ensuite, il y a eu la question des textes, où nous, du coup, on a décidé que tous les textes devraient avoir un contraste suffisant supérieur à 15, parce que c'est là où il y a l'information la plus importante. Le bleu, enfin, ce qu'on appelle le bleu Nexus, que je vous ai présenté juste avant, il n'est que pour les titres ou autres. Et ensuite, du coup, on a dû modifier notre gris. Donc, on a réussi à le foncer pour que, du coup, il puisse être utilisé un petit peu partout. On a supprimé le jaune. Et on s'est retrouvé avec une problématique qui était qu'on voulait indiquer à l'étudiant, à chaque fois qu'il avait terminé un module, de lui rajouter une pastille pour lui dire « Ok, c'est validé ». La problématique qu'on avait, c'est que nous travaillons sur des fonds clairs. Donc du coup, on a un gris très léger ou un blanc. Et pour avoir un rapport de contraste suffisant, j'ai été obligée d'utiliser un vert foncé. Et en fait, quand on a vu avec les étudiants, ils nous ont dit « Mais moi, je ne comprends pas que ça veut dire validé ». Donc finalement, on s'est dit bon bah d'accord, on va rester en fait sur cette couleur verte flashy. Mais la problématique, c'est qu'on respectait pas du tout l'accessibilité. Enfin là, du coup, c'est complètement illisible pour une personne, par exemple, daltonienne. Et là, en étudiant un peu l'URGA, on s'est dit oui, mais il faut pas oublier la règle principale qui est je ne passe pas à l'information simplement par la couleur. Donc là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a à chaque fois rajouté une coche, ce qui fait que ça accentue en plus la couleur de validation. Donc ça a été tout un processus autour des couleurs. On a eu aussi un grand débat sur le choix des écrits. Donc l'objectif c'était d'avoir une typo lisible, notamment pour les dyslexiques, d'avoir une typo facilement accessible techniquement pour tous, c'est-à-dire de ne pas demander à chaque fois à un enseignant vous devez télécharger telle typo avant de pouvoir écrire votre cours, et de trouver un équilibre aussi avec les règles d'écriture universitaire. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a mis en place ? L'idée, donc, c'est que le choix de la typo, ça a été assez simple, mine de rien. C'est qu'on a regardé un petit peu la littérature scientifique, quelles étaient les typos utilisées pour
lire qui facilite la lecture en tout cas, et qui soit accessible pour tous. On a choisi Arial et Myriad Pro. Et après, au niveau des règles d'écrit, on a interdit pas mal de choses. On a supprimé la justification. Donc, chez nous, aucun texte n'est justifié pour éviter justement l'espacement entre les mots et que ça vienne rajouter de la difficulté à la lecture. L'italique n'est quasiment pas utilisé. Alors ça a été un grand débat. Ça a été très dur de l'enlever, mais les italiques pour les citations, nous ne l'utilisons plus. Il est utilisé de manière exceptionnelle quand il s'agit d'un seul mot. S'il y a un mot latin ou autre, et on est en train de travailler de telle manière à ce qu'on puisse cliquer sur ce mot-là afin qu'il soit mis en pop-up pour facilement le lire. Et on a aussi eu un grand débat sur la littérature inclusive. Aujourd'hui, on va souvent quand vous allez envoyer un mail, on va dire sharetout.e.s pour du coup inclure tout le monde. On s'est rendu compte que c'était très problématique, notamment pour les personnes non-voyantes, parce qu'avec le lecteur d'écran, ça vient perturber énormément le message. Donc nous, on a fait le choix en tout cas de ne pas mettre le point médian. Nous sommes restés dans cette démarche de littérature inclusive, mais nous écrivons absolument tous les mots. Ensuite, il y a eu toute la problématique autour des images, où ça, du coup, ça a été un grand travail avec les enseignants. L'idée, donc l'objectif, c'était d'avoir une alternative textuelle sur chaque image, d'utiliser des images pertinentes qui venaient réellement rajouter de l'information, et de trouver un équilibre entre les images et la discipline. C'est-à-dire que nous, par exemple, donc à l'université Paul Valéry, on est une fac de lettres et on a histoire de l'art, on a du théâtre, on a autre. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, mais comment finalement ces disciplines-là, je les accompagne pour y rajouter de l'accessibilité numérique. Donc ce qu'on a mis en place, c'est que on a réussi à chaque fois à travailler avec les enseignants et de leur dire, d'accord, vous voulez utiliser une image, il n'y a pas de problème, on va s'asseoir ensemble et on va la décrire ensemble. Ça, mine de rien, c'est assez compliqué. Parce que on se rend compte que décrire une image c'est très dur. Si là je vous projette une image et que je vous interroge un par un, je suis sûre qu'on n'a pas du tout la même description. Et ce qui était intéressant, c'était de se dire, finalement il y a peut-être des images qui ne sont pas pertinentes et donc je vais les changer. La dernière chose aussi où on a essayé de faire vraiment attention, c'était de distinguer les images décoratives de celles porteuses d'informations. Vous avez le choix, c'est-à-dire que soit vous dites cette image-là, je la déclare en décoration. Ça veut dire qu'une personne qui va utiliser un lecteur d'écran, donc une personne non-voyante, ne va pas lire l'image. La problématique, c'est souvent, on va dire, je sais pas, telle image, je viens juste décorer, mais en fait, en décorant, je me rends compte que je rajoute de l'information. Par exemple, à chaque fois, moi, j'ai rajouté la cible pour vous montrer l'objectif. Mine de rien, ça aide le lecteur à se dire, ok, d'accord, donc là, elle est dans la partie objectif. Et moi, si je ne mets pas si je la déclare en décoration, mine de rien, je prive d'une information à quelqu'un. Donc ça, cet équilibre-là, il a été assez difficile à trouver, mais on s'est dit que finalement, nous n'allons mettre aucune image décorative et à chaque fois, nous prendrons le temps de décrire avec une alternative textuelle. Ensuite, il y a eu toute la question autour des supports, qui a été très importante. Donc l'idée, c'était de faire toute une veille pour faire une liste en fait de supports accessibles. Sauf qu'on avait une autre contrainte qui était de créer des supports attractifs, ludiques et interactifs. Donc finalement, comment est-ce que je pense cette démarche d'innovation pédagogique tout en restant inclusif? L'idée aussi, c'était de pouvoir créer des supports correspondant aux objectifs pédagogiques. Donc là, ça a été... on a mis plein d'actions différentes. Donc les premiers, c'était de pouvoir créer des templates intégrant les recommandations d'accessibilité. Ça n'a pas très bien marché. Les enseignants ont beaucoup de mal à se les approprier. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on va les créer nous-mêmes. Donc nous, on a choisi les bons supports pédagogiques, sauf qu'on s'est rendu compte que parfois, en excluant certains supports, on excluait une partie de la population étudiante. Et on s'est dit, zut, si je me dis, d'accord, je veux quelque chose de 100% accessible, je ne vais pas utiliser la vidéo, et finalement la vidéo va permettre aussi à l'étudiant d'être dans une démarche d'apprentissage plus forte. Donc finalement, on s'est dit, c'est pas grave, à chaque fois, on va essayer de créer, si jamais un support est non accessible, on va créer des alternatives. Donc là, on a essayé de limiter ça au maximum, parce que les alternatives, on sait que c'est compliqué à maintenir. Il y a toute cette notion de mise à jour qui est importante. Et la dernière chose, c'est qu'on a tenu à chaque fois qu'il y a une production de vidéo ou de podcast, de mettre en place les sous-titres
Et donc ça, on a réussi on a essayé de chercher un modèle plutôt périn. Donc on travaille avec des étudiants, parce que nous on a la licence cinéma, qui vont sous-titrer toutes nos vidéos et tous nos podcasts. Donc c'est une grande chance. Et c'est un modèle qu'on essaye d'exporter au niveau établissement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a nous retenu de tout ça? Donc il y avait toute cette question de mise en place. On s'est rendu compte qu'il fallait vraiment, c'était très important de pouvoir étudier les règles. C'était très important aussi de pouvoir rencontrer les publics et de se rendre compte des difficultés qu'ils ont, et que l'aspect théorique n'est vraiment qu'un appui technique plus que du coup un appui applicatif. L'idée aussi, c'était très important de pouvoir discuter avec les enseignants. On s'est rendu compte, notamment sur toutes les règles d'écriture, qu'il y avait des blocages chez eux. Et par la discussion, on a essayé à chaque fois de trouver un compromis. On se dit, on y va petit à petit. Et puis peut-être qu'à terme, on va finir par modifier aussi toutes ces pratiques-là. On est conscient que c'est très difficile finalement de faire adopter cette nouvelle charte, mais nous ça a été très facilité parce qu'on est en mode projet, et donc c'est finalement comme une expérience en fait pour les études, pour les enseignants. Donc ça a été un petit peu difficile à mettre en place au tout début, mais finalement donc nous on a travaillé qu'avec des enseignants volontaires. Donc nous ça c'est partie de notre cahier des charges, donc ça a été. Et on se rend compte que finalement la conduite du changement sur ce chantier, elle est très complexe, parce que moi je vais toujours être à embêter mes collègues en me disant, mais n'oubliez pas quand vous faites une présentation, en fait vous aussi ayez la démarche de la rendre tout le temps accessible, peu importe, même si c'est qu'en diffusion ou autre, on ne sait pas, peut-être que vous allez la diffuser en papier, de faire vraiment attention à tout ça. Nous, ce qui a été important aussi, c'est qu'on s'est rendu compte de l'importance des outils pour vérifier, parce que c'est super agréable d'avoir des lecteurs instantanés. Donc on a fait une veille sur tous les outils. Donc c'est très compliqué de savoir, parce qu'il y en a tellement. Mais bon, on s'est dit que pour les outils web, nous on a utilisé Wave, Axtool et RGA Accessibilité. Et pour les contrastes de couleurs, on a utilisé le plugin Contrast Check Color. Et après, pour les outils bureautiques, à chaque fois, on utilise les vérifications d'accessibilité qui sont sur toutes les suites. Si vous allez sur PowerPoint, par exemple, vous pouvez aller dans l'onglet Révision et vous avez toujours vérifié l'accessibilité. Notre dernier objectif, c'est de pouvoir accompagner finalement, et de dire on assume notre démarche d'accessibilité, donc il nous faut un canal spécial d'aide à l'accessibilité numérique. C'est-à-dire que si un étudiant se retrouve en difficulté, il faut qu'on puisse y répondre rapidement et sur un canal dédié. On a aussi créé une page de ressources pour sensibiliser toute la communauté à l'accessibilité dans cet objectif d'essaimé. Donc cette page-là est accessible à tous. D'ailleurs, si vous voulez qu'on vous la partage, vous la réutiliser, la modifier avec grand plaisir. Nous vous la donnons. Et oui, on veut. Au fur et à mesure, on a essayé de répertorier les plugins de navigateurs disponibles pour le confort des navigations des étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on s'est rendu compte, ok, d'accord, on travaille sur l'accessibilité numérique. Nous, notre première démarche, c'était, on veut absolument inclure les étudiants en situation de handicap. Et finalement, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est que nous, notre objectif final, c'était pas ça, c'était de se dire, il faut que tout le monde puisse être confortable quand ils vont suivre leurs études, parce qu'on veut favoriser la réussite en licence, quel que soit l'étudiant. Et on s'est rendu compte que avoir une astuce, par exemple, je sais pas, si on a un étudiant qui est malvoyant qui va grossir, peut-être que du coup, un autre étudiant qui n'a pas de malvoyance déclarée va être peut-être plus confort s'il met son navigateur à 150%. Donc à nous de lui dire, il y a des outils, donc essaye-les et du coup teste-les, et donc personnalise aussi ton interface de navigation. Donc nous, ça a été vraiment notre plus gros objectif, c'était de pouvoir répertorier tout ça et de dire, ça existe, essaye, si ça fonctionne, super, garde-le, et pour absolument tout le monde, pour absolument tous les sites web. Merci beaucoup. Je pense que j'ai un petit peu dépassé. Non, ça va. Merci beaucoup. Ça va? Ok. Ouais. Du coup, on va prendre les questions juste après, en fait, et on va faire une présentation. Donc moi aussi. Merci Aude. Avec plaisir. Justement, moi j'ai une question pour Aude. À propos du dispositif que tu as mis en place, tu as parlé de la création d'un canal d'aide spécial pour l'accessibilité. Il était sous quelle forme? Il était à destination de qui? À la fois pour les enseignants, est-ce qu'il y avait aussi le canal était aussi destiné aux étudiants?
Alors, donc sous quelle forme? C'est sous format mail ou en réception. Donc nous, on travaille avec GLPI, mais nous, tout le formulaire est directement sur la plateforme. Donc on a labellisé à chaque fois toutes les entrées et dans le formulaire, il y a le choix entre plusieurs choses. Il y a notamment problématique d'accessibilité. Ce canal-là, il est pour tout le monde, c'est-à-dire enseignants, enfin les usagers, enseignants inclus, parce que, nous par exemple, on a travaillé avec des enseignants en situation de handicap, et en fait, c'est très important de pouvoir les accompagner eux aussi. Donc non, c'est vraiment à destination de tout le monde, et même les personnes en open access. L'idée, nous, c'est qu'on puisse répertorier les problématiques. Alors, on espère qu'il n'y en ait pas. Mais je ne pense pas. Mais donc l'objectif, c'est de pouvoir tout récolter. Donc non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'était toi qui t'occupais du ticketing, ou il y avait la plateforme handicap, enfin la cellule handicap derrière aussi? Alors à ce jour, ça retombe chez nous. Alors c'est pas encore déployé à 100%. Nous, ça va surtout être en septembre que du coup on va avoir tous les étudiants. Et pour l'instant, on s'est dit que les étudiants au niveau de la plateforme, et côté enseignant, moi c'est moi qui réceptionnais le ticket. Okay. On s'est dit qu'à l'heure actuelle, vu que ça, à mon avis, ça sera des problèmes ou techniques ou pédagogiques, ça retombe chez nous et pas sur la cellule handi-études. Ok, merci. Merci Aude. Merci, au revoir.